Nous sommes avec Frédérique Dechef, qui est la directrice de l'action sociale d'Agir Arco. Bonjour. Bonjour, bonjour à Euh, vous. Peut-être vous présenter, puis présenter, alors l'Agir Arco, je pense qu'on connaît, on peut-être le présenter quand même, et puis présenter l'action sociale de l'organisme. D'accord. Alors, l'Agir Carco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Ça veut dire que, grosso modo, que vous ayez fait votre carrière dans le privé ou que vous ayez fait votre carrière dans la fonction publique, il est probable qu'à un moment donné de votre vie, parce que vous avez fait un petit job pendant vos études, si vous avez fait une carrière dans la fonction publique, donc vous avez à un moment donné, quand vous liquidez vos droits à la retraite, un morceau de retraite qui correspond à l'Agir Carco. Donc, ça représente quand même mon DG a l'habitude de dire qu'à peu près 95% de la population est concernée à un moment de sa vie par le régime de l'Agir Carco. Donc voilà, c'est la retraite complémentaire, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi une action sociale qui se développe à destination des actifs, mais aussi des personnes retraitées. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 70-80% à destination des retraités, mais quand même une action relativement significative pour les actifs en entreprise. D'accord. Des exemples de l'action sociale pour les retraités? Oui. Alors, par exemple, on a un dispositif pour les personnes de plus de 75 ans qui s'appelle Sortir Plus, qui correspond à 10 heures d'aide à domicile qui sont prises en charge par le régime Agir Carco, donc gratuit pour la personne, et qui permettent, par exemple, d'aller chez votre médecin, d'aller vous faire vacciner parce que c'est compliqué pour vous de vous déplacer, parce que vous n'êtes pas à l'aise dans les transports, enfin, quelle que soit la raison. Si vous êtes retraité et à 95%, je le répète, certainement bénéficiaire du régime Agir Carco, vous pouvez bénéficier de cette prestation qui vous permet d'avoir un service qui vient vous chercher chez vous, un service d'aide à domicile avec du transport accompagné et qui vous emmène à votre rendez-vous médical. Voilà un exemple pour les retraités de plus de 75 ans. D'accord. Ça, c'est quel que soit le revenu, quel que soit le montant des pensions. Sans condition de ressources. On ne regarde pas, il n'y a pas de condition de ressources, c'est vraiment très simple et très rapide dans la mise en place. D'accord. On va parler prévention de la perte d'autonomie. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Pourquoi la GERCARCO s'intéresse-t-elle à ce sujet de la prévention de la perte d'autonomie? Alors, je voudrais juste commencer par quelques chiffres. D'accord. Dans les 5 dernières décennies, au niveau de l'Europe, l'espérance de vie à la naissance a augmenté d'à peu près 10 ans. Voilà, je trouve que c'est un premier chiffre qui est intéressant à retenir. Le deuxième, vous le savez certainement, on en parle quand même régulièrement dans les médias, il y a un tiers de la population en 2030 qui aura plus de 60 ans. Ça fait à peu près 20 millions de personnes. Voilà, donc dans la société, c'est un fait. Je pense qu'il est important de s'y préparer et on n'est pas encore tout à fait prêt. On a évoqué il y a quelques années, alors ça faisait un petit peu peur, on parlait du tsunami de la dépendance, on se disait aïe aïe aïe, ça va être terrible, on va vieillir et on va être dépendant, ça va être une catastrophe. En fait, cette image et cette trajectoire, elle est fausse, puisque en fait la dépendance ne touche qu'une petite minorité de personnes très âgées et surtout, et surtout, on peut collectivement éviter ou retarder ce phénomène de la dépendance. Donc ça, vraiment, c'est les raisons pour lesquelles nous, on milite beaucoup et on intervient, on souhaite intervenir beaucoup sur ce sujet de la prévention parce qu'on a tous à y gagner. L'autre élément qui nous fait vraiment porter à bras le corps ce sujet, c'est la crise sanitaire. Enfin, regardez ce que cela produit concrètement sur le terrain. On a clairement une dégradation des conditions de vie des personnes, de la sédentarité, de la précarité, de l'isolement, un état psychique souvent compliqué. Enfin, tous ces éléments font qu'on doit vraiment se préoccuper de ce sujet de prévention. D'accord. Mais est-ce que c'est possible dans un pays où la culture de la prévention par rapport à la perte d'autonomie est pas très forte, hein? C'est pour le moins qu'on puisse dire pas très forte.
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez raison. En fait, je me suis beaucoup intéressée au sujet et je me suis rendu compte, je vais le dire de façon assez simple, que la prévention dans ce pays, quand on parle politique de prévention, on a en tête des campagnes de sécurité routière, de maladies, de vaccination, les campagnes sur la nutrition, manger, bouger. On a des espèces de messages euh, assez, je vais dire, presque autoritaire, hein, en tout cas assez exigeant, qu'on comprend pas toujours d'ailleurs, et aussi souvent des messages un peu d'interdiction. C'est surtout ce que vous devez pas faire, etc. Et c'est, je trouve, assez culpabilisant. Donc voilà, moi, je souhaiterais, enfin, en tout cas, on porte collectivement au niveau du régime, on souhaite valoriser, mettre en avant des actions de prévention qui soient positives et qui soient plus dans une notion de responsabilité individuelle plutôt que d'interdiction de culpabilité, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des messages positifs. C'est pas plus compliqué que ça, mais il y a vraiment des messages d'information et de conseils à passer sur ces sujets-là. Mais vous avez raison, on n'est pas bon hein, sur ces approches. Mais même si on enclenche enfin, des actions pour enclencher une prévention sur ce sujet en question, ça risque de prendre des années pour que les personnes. Beaucoup d'entre nous, on est dans le déni. On verra plus tard, la procrastination. Enfin, en fait, on ne veut pas en parler. Alors c'est vrai, on ne veut pas en parler et en même temps, je pense qu'on ne maîtrise pas bien ce que ça signifie et ce qu'on peut finalement amener. Alors je voulais vous donner juste quelques éléments sur l'espérance de vie. En fait, se remettre à faire un tout petit peu, il ne s'agit pas de faire le marathon, un peu d'exercice physique à 65 ans ou 70 ans, ça permet de gagner 3 à 6 mois d'espérance de vie. Moi, je dis, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, ça vaut le coup. Alors, vous avez raison, ça va être un peu long, mais on peut, je pense, à des moments particuliers de vie, faire passer des messages sur la prévention parce qu'on sait bien qu'il y a des moments particuliers dans notre vie où la tendance, elle est à basculer vers des situations qui sont plus fragiles parce qu'on vit des moments compliqués. Je pense que c'est à ces moments-là qu'on peut pousser des messages de prévention. Et c'est un cheminement, vous avez raison, qui demande un peu de temps, mais très honnêtement, est-ce qu'on a le choix? Et puis, l'autre élément, c'est que ça rapporte, enfin, pardon, c'est vraiment une logique d'investissement à court terme pour avoir des résultats dans quelques années. Mais c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper, pas dans 5 ans. D'accord. Ces moments clés, c'est important parce que ça, c'est intéressant parce qu'on en a. Il y a quelqu'un d'autre dans un autre entretien qui m'a parlé de ce sujet-là aussi, des moments charnières importants. Ah, bah, c'est Madame Flouquet de la CNAV Île-de-France. Ah, ça ne m'étonne pas. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, on est plus déstabilisé, on se remet en question, et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on serait le plus réceptif en fait à ce type Oui. d'action? Complètement, complètement. Il y a des moments de vie où, alors, et pas seulement, je parle pas seulement du passage à la retraite et de l'anticipation du passage à la retraite. Hein, je parle pas de ça. Je parle clairement des situations qui vont nous déstabiliser, un divorce, une maladie, la perte d'un job. Bah oui, alors il y a des moments plus ou moins opportuns, mais je pense qu'à ces moments-là, c'est aussi des prises de conscience sur comment je vis, comment je me nourris, comment je dors. Enfin, voilà, on est sur des sujets simples. Hein. Les déterminants de la santé, je viens d'en citer quelques-uns, c'est la gestion du stress, c'est la gestion de mon alimentation, c'est le sport que je fais ou que je ne fais pas. Mais voilà, c'est de se poser des vraies questions sur ces sujets-là. Et c'est pas compliqué de modifier et de bouger un peu ces comportements. Et je répète, ça a un vrai impact sur votre santé et sur la préservation de votre santé. Alors, ça va demander de changer le regard sur la vieillesse, j'imagine. Alors oui, et là on attaque, vous disiez qu'il faut du temps, là, on attaque un sujet qui est presque, enfin qui est pas presque, hein, qui est culturel. Il faut qu'on arrête et il faut vraiment qu'on arrive à tordre le cou à des idées reçues. Hein. Aujourd'hui, enfin moi je trouve ça assez je vais dire affligeant. On a soit une image dans les médias qui véhicule des vieux qui ressemblent à des jeunes, c'est-à-dire avec des blousons de cuir et des cheveux rouges ou jaunes,
voilà, et qui ressemblent à des jeunes, donc c'est un peu bizarre, ou bien carrément des personnes grabataires, et c'est la projection qu'on a de la dépendance, du très grand âge, et qui est vécue comme un poids dans la société. Enfin, il faut juste arrêter. La réalité, elle est complètement différente. Elle est comme la jeunesse, on n'est pas dans une forme homogène. C'est un concept qui n'a rien d'homogène, la jeunesse. Et la vieillesse, c'est pareil, c'est un concept qui n'a rien d'homogène. Donc, on doit arrêter d'abord de considérer les vieux comme un fardeau. C'est un moment de la vie, c'est une séquence de la vie. Et on est décalé, en fait, par rapport à la réalité. Enfin, et on a plein d'exemples autour de nous. C'est juste parce que on a du mal à faire le buzz avec des sujets comme ça, mais des personnes qui ont repris, qui ont fait des sauts en parachute à 80 ans et qui rêvaient de ça, et ça s'est super bien passé, ils ont adoré, qui font du vélo, qui ont repris du vélo, qui ont repris du ski. On a travaillé un peu avec un centre de prévention sur c'est quoi votre définition à vous d'être vieux? Et par exemple, un monsieur disait, pour moi, c'est arrêter de faire du ski. Voilà, j'ai 68 ans ou 70 ans, je vais plus pouvoir faire de ski. Ben, je dis, bah non, enfin, pourquoi t'arrêterais de faire du ski? Enfin, tu vas le faire autrement, mais continue, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement un gros travail sur la représentation et puis de faire passer ces messages-là aux jeunes aussi, enfin, de l'intergénérationnel a du sens. Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment des messages importants autour de l'image de la vieillesse et de l'agisme. Je lisais hier, pardon, j'arrête après, je lisais hier que c'était dans le défenseur des droits, que c'était le deuxième critère aujourd'hui de discrimination, l'agisme. C'est quand même assez terrifiant. Hein. Oui, parce que beaucoup sont concernés à nos âges. Enfin, moi, j'ai 53 ans. Ce sont des salariés seniors à 53 ans. Bon, effectivement, on est moins formés, on est mis de côté. Ah ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui me fait toujours un petit peu rigoler, parce que si on a 58 ans, avant 18 heures, pendant le boulot, on est grabataire, on n'arrive pas à se mettre dans l'informatique, on est croulant, bref, tout ce qu'on veut. Par contre, 18h02, paf, consommateur dynamique. Vous avez remarqué C'est ça. Ouais. Bah, c'est oui. la même personne. La journée, on ne s'y met pas à l'informatique. Par contre, à 18h, dès qu'on est en dehors du boulot, le salarié senior, lui, il a fait c'est un consommateur dynamique. On est un consommateur, c'est sûr. Ouais. C'est pas une question d'âge, c'est une question de plage horaire, en fait. Voilà, c'est ça. Concrètement, on va avoir quel type d'action, quel type d'action vous allez mener sur cet axe-là dans les prochains mois? Alors, on s'appuie sur l'expertise qu'on a aujourd'hui, qui est, j'allais dire, pleine d'humilité, mais on a sur le territoire, depuis plus de 20 ans, ce qu'on appelle des centres de prévention. Les centres de prévention, ils sont dirigés par des médecins et on propose aujourd'hui, c'est assez peu connu et j'en suis désespérée, mais on propose des parcours de prévention aux personnes de plus de 50 ans. C'est-à-dire alors là encore, gratuitement, pris en charge par le régime, donc toute personne de plus de 50 ans peut aller faire ce qu'on appelle un parcours de prévention. C'est-à-dire que ça démarre par un bilan avec un médecin et un psychologue. Et c'est ça la caractéristique et la valeur ajoutée de notre dispositif, c'est qu'on est dans une approche médico-sociale qui est vraiment globale. On décortique vos conditions de vie, vos habitudes de vie, ce que vous faites, ce que vous aimez, etc. Et on vous propose derrière une ordonnance de prévention et un parcours où on vous dit, attention, là, sur le stress, il va falloir, si vous souhaitez bouger un peu sur ce sujet-là, participer à des ateliers de sophrologie, par exemple. Enfin, voilà. Donc, on propose un parcours et on fait un suivi au bout d'1 an. C'est assez puissant, vraiment. On a des résultats qui sont assez impressionnants. On est en train d'attendre les résultats d'une seconde mesure d'impact sur les populations qui sont passées dans nos centres de prévention. Et aujourd'hui, on suit à peu près 30 000 personnes par an. Honnêtement, on pourrait faire 10 fois plus parce que ça a du sens et parce que ça répond à vraiment des problématiques de santé pour détecter le plus en amont possible les difficultés et les fragilités qui peuvent se mettre en place. Donc voilà, on souhaite promouvoir, pas tellement cette expertise-là, mais on souhaite promouvoir plus globalement
des messages de prévention. Et pour le faire, on voudrait créer une plateforme digitale parce que on croit très fort à la démultiplication par le digital d'informations, de conseils, etc. Et on voudrait mettre à disposition du grand public, et là, du coup, pour les populations plus jeunes, un espèce d'autodiagnostic de simulateur pour voir là où potentiellement je peux repérer quelques signaux pas terribles sur ma nutrition, par exemple, ou sur des habitudes de vie. Donc voilà, c'est vraiment 2 sujets qu'on veut travailler d'ici la fin de l'année et pouvoir proposer au grand public et puis aux personnes qui souhaitent derrière bénéficier de nos parcours de prévention. Alors donc la plateforme digitale pour tous, en fait, hein, Oui. Pour tous les âges, et puis des actions plus spécifiques. Les actions sur les centres de prévention, comment est-ce qu'on est au courant, comment est-ce qu'une personne est au courant qu'elles existent? Alors aujourd'hui, en fait, la promotion de ce service était réalisée jusqu'à présent par les caisses de retraite. C'est-à-dire, vous étiez à la retraite ou vous étiez pas très loin de la retraite, bah, à un moment donné, vous recevez un mailing dans votre boîte qui vous dit dites donc vous pouvez aller à un centre de prévention, vous verrez c'est vachement intéressant, c'est bien et ça va produire des résultats. Voilà, grosso modo c'était l'unique canal de récupération de flux de personnes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une politique de communication, de diffusion de l'information et on souhaite ouvrir, par exemple, on est en train de travailler sur les territoires avec les médecins généralistes pour qu'ils soient prescripteurs de ce parcours de prévention parce que ça a du sens, quoi. Voilà. Donc, on est en train d'ouvrir vraiment nos dispositifs pour accueillir beaucoup plus de personnes. Et j'ai oublié de vous le dire, hein, ce qui nous permet aussi d'ouvrir considérablement, c'est le fait qu'on est passé à de la téléconsultation. Oui. Et notre bilan, aujourd'hui, il est, j'allais dire, parfaitement structuré pour faire de la téléconsultation, puisqu'on ne fait pas d'examen clinique. On passe pas par un examen clinique ou par des analyses biologiques comme vous pourriez le faire pour faire un bilan de santé avec l'assurance maladie. Vous savez qu'il y a des examens de santé qui sont proposés gratuitement, là aussi, pris en charge par l'assurance maladie. On n'est pas dans le même registre. On fait pas de bilan clinique. On est vraiment sur un accompagnement médical et psy. Donc voilà, pour répondre, et je pense on voit bien là, on a beaucoup de demandes et la période, elle est propice et les gens nous disent, enfin c'est top quoi, d'avoir 1 heure de psy rien qu'à nous enfin voilà, mettre sur la table un certain nombre de sujets, c'est super quoi. Voilà, on a vraiment des très bons retours et la période malheureusement nous favorise et est propice pour de la téléconsultation. Les actions que vous meniez ou que vous menez sur l'adaptation du logement avec un Oui, diagnostic, alors je ne sais plus son nom, bien vieillir ou bien chez moi. bien chez moi. Bien chez moi, c'est ça, voilà. C'est toujours un axe, c'est toujours des axes de développement, enfin d'action. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, le domicile privé, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça devient une affaire publique, puisque vous avez à peu près 90% des personnes qui veulent poursuivre leur vie et vieillir, voire mourir à leur domicile. Et elles ont raison, sauf que on n'est pas encore tout à fait prêt à relever ce défi-là. Sur les aides techniques, moi, je trouve que effectivement, on a un produit, vous venez de le citer, qui a du sens. Il se doit aujourd'hui d'être complété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un diagnostic avec un ergothérapeute. C'est, j'allais dire, nickel. C'est vraiment extrêmement pertinent. C'est précis. L'ergothérapeute, il voit tout ce qu'il y a à voir au niveau du domicile, sauf que quand il s'en va, la personne, elle reste avec son beau document et elle se C'est ça. dit, bah maintenant, Mm. par quoi je commence? Comment C'est je ça. fais? Comment Mm. je vais chercher les Mm. financements? Et puis, avec qui je vais bosser? À côté de chez moi, il y a des artisans à qui je peux faire confiance, par quoi je commence, etc. Donc voilà, je trouve que nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment travaillé cette partie-là. Donc voilà, on est en train de regarder avec la CNAV, avec les autres régimes de base, de retraite, pour essayer de faire quelque chose de plus abouti. Voilà, c'est intéressant, mais c'est pas encore un produit complètement abouti. C'est ça. Oui, mes parents en ont bénéficié. Ils habitent en Savoie dans un village. Ils en ont bénéficié, mais effectivement, derrière, il y a pas le suivi. C'est Ben, à eux c'est de se ça, prendre en charge sur, c'est ça. sur quoi faire pour répondre aux recommandations. Oui.
Donc, il manque un volet accompagnement. Donc, voilà, on travaille sur ce sujet-là. D'accord. Mais c'est un sujet important. Enfin, je trouve même que ce sujet-là devrait être porté bien avant le sujet de l'intervention de professionnels à domicile. Je pense qu'on a à réfléchir à son logement. Probablement, j'allais dire, si je devais donner un âge, autour de 70, 75 ans, quoi, parce qu'il faut se poser la question à ce moment-là, est-ce que mon domicile peut être adapté à mon avancée en âge? Oui, non. Et puis, voilà, envisager à ce moment-là, quand on va encore bien, globalement, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Et ouais, c'est un sujet important. D'accord. Un mot de conclusion pour l'émission? Un mot de conclusion pour l'émission. Je suis persuadée qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à mettre en place autour de ce sujet de la prévention. Moi, je rêverais d'une grande campagne nationale pour promouvoir les métiers du grand âge et par la même occasion faire changer un peu le regard sur la vieillesse. On a su le faire pour les métiers de l'armée de terre. Regardez les campagnes publicitaires qu'on a aujourd'hui. C'est puissant, ça c'est intéressant comme approche, vraiment. On a changé un peu la façon voilà, l'image qu'on a. Ben voilà, moi je rêve de la même chose pour les métiers du grand âge, pour le domicile, les établissements et pour faire changer le regard qu'on a sur nos vieux. Super, merci Frédérique Dechèvre. Je rappelle que vous êtes directrice de l'action sociale à l'Agirc Arco. Merci beaucoup. Ça, bravo. Merci à vous.